Bonjour à tous, le cours d'aujourd'hui portera sur ce que j'ai surnommé l'art morcelé. Les crayons et les pinceaux ne sont pas les seuls outils dont les artistes disposent pour exprimer leur créativité et réaliser des images colorées. Le mosaïste assemble des fragments de pierre, d'émail, de verre ou de céramique, dit tesselle, au moyen de mastic ou d'enduit. Le marquetteur emploie des fragments plats de marbre, dit pietre dure, ou de bois, intarsia, pour décorer des surfaces, pavements ou pièces de mobilier. Et enfin, art mis en valeur durant le Moyen-Âge occidental, le vitrail est une mosaïque composée de morceaux de verre. Le français mosaïque a pour origine le latin musivum, dérivé du grec museion, signifiant qui a rapport aux muses, car ce mode de décoration fut d'abord utilisé dans des grottes dédiées aux muses. Les fragments choisis et placés en fonction de leur couleur sont appelés tesselles. Ils peuvent être de taille variable, gros pour faire des fonds, petits pour figurer les détails d'un motif. On parle dans ce cas d'opus sectilé. On distingue plusieurs types de matériaux qui permettent des effets différents et ont chacun leur avantage. Galet, pâte de verre pour un effet de transparence ou des couleurs vives. Émaux, vénitien, céramique, émaillé, marbre, etc. Très souvent, pendant l'Antiquité romaine, la mosaïque reste en usage tout au long du Moyen-Âge, notamment dans le monde byzantin et tout au long de la Renaissance. Après avoir quasiment disparu pendant plusieurs siècles, cet art est réapparu au grand jour en France avec les mosaïques de l'Opéra Garnier à Paris. Le mouvement Art Nouveau amplifiera par la suite cette large diffusion. Aujourd'hui, cet art est utilisé tant par des artistes du mouvement Op Art, tels que Carlos Cruz Diez ou Vasarely, pour des décors du quotidien en architecture et décoration intérieure, voire extérieure. Il existe deux méthodes d'assemblage. La méthode directe est la plus simple et la plus rapide. Après avoir effectué un dessin au fusain sur le support, le mosaïste applique une couche peu épaisse de colle sur les zones à travailler. Il dispose d'abord les tesselles les plus grosses, puis il insère les plus petites en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Enfin, il applique une couche de ciment pour joindre les tesselles qui sont nettoyées après séchage. La méthode indirecte consiste à coller les tesselles à l'envers sur un support provisoire pour obtenir une surface plane. Puis, le mosaïste colle le tout sur un support définitif et ôte le fond provisoire. Ce fond peut être du papier kraft ou un voile de polyester. Le papier kraft est sensible à la colle hydrosoluble et gondole, tandis que le voile de polyester est totalement insensible à la colle hydrosoluble, permettant d'obtenir des résultats proches de la planéité. La marqueterie est un décor réalisé avec des plaquages de bois et d'autres pièces telles que la nacre, l'ivoire, la pierre, le galuchat, les métaux non ferreux, la paille, les cales de tortue et l'os. Ces plaquages sont découpés suivant un dessin et collés sur un support, meuble, boiserie ou tableau. Les motifs obtenus peuvent être historiés, c'est-à-dire narratifs, ou géométriques. On parle alors de frisage, voire encore des trompe-l'œil, formant la plupart du temps des natures mortes. À l'origine de la marqueterie, il y a l'incrustation. Pratiquée dans la décoration d'objets en bois depuis le début de l'Antiquité égyptienne, cette technique consiste à creuser le bois pour y placer des morceaux d'une autre matière, os, corne, ivoire, pâte de verre, pierre ou galuchat, ou d'une essence différente. Cette technique décorative fut très utilisée et s'est vite diffusée dans le monde antique. Néanmoins, l'incrustation ne survécut pas à l'Empire romain. La marqueterie est redécouverte au XIVe siècle par les Italiens qui lui donnent ses lettres de noblesse au siècle suivant. Elle atteint son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle, suscitant les chefs-d'œuvre de spécialistes comme l'ébéniste André Charles Boulle. Au XIXe siècle, la marqueterie est délaissée. Mais à la fin de ce siècle, cet art renaît pour magnifier les formes végétalisées de l'Art nouveau. Ancêtre de la marqueterie, l'intarse apparaît durant l'Antiquité. Elle consiste à incruster divers matériaux comme la nacre ou la pierre. À cette époque, la marqueterie servait surtout à honorer les façades des édifices.
Au XIVe siècle, l'Italie emploie cette technique dans le mobilier. Les combinaisons d'essences de bois et de matériaux forment des frises ou des tableaux. La marqueterie par découpe superposée est plus connue sous le nom de marqueterie boule, du nom de son inventeur. Cette technique utilise des matériaux découpés simultanément pour former un motif décoratif. La marqueterie élément par élément vise à créer un motif décoratif par la juxtaposition de différents matériaux. L'ébéniste réalise en premier un croquis détaillant chaque élément à réaliser, puis il découpe chaque pièce dans une plaque du matériau désiré. Ces pièces sont ensuite assemblées pour former le dessin. Ici, les motifs sont créés un à un et non de manière conjointe. La marqueterie Vries, inventée en 1984, superpose plusieurs compositions. Le marquetteur réalise une composition de fond sur laquelle il en dispose une seconde, puis une troisième, le processus pouvant atteindre 6 couches. Chaque couche est pensée à différents endroits définis. Cette technique permet des effets de transparence, des fondus, de la profondeur et de la lumière. Le katam kari fut inventé en Iran. Cet artisanat utilise des matières premières naturelles comme des fils de laiton fin profilés en étoiles ou en triangles, des bois de couleur noire, rouge et orange, de l'os de chameau. Toutes ces matières premières sont découpées en baguettes fines. Ces dernières sont ensuite assemblées en faisceaux. Et ces faisceaux sont agglomérés par pression à la colle d'os et on les insère ensuite entre 2 plaquettes de contreplaqué. L'ensemble de ces éléments, qui forment un pain, est placé dans une presse entre 12 et 24 heures. Après décoffrage, on obtient un bloc en forme de parallépipède. De fines lamelles d'environ 1/2 mm d'épaisseur sont découpées à la scie à ruban. Ces fines lamelles sont ensuite appliquées sur le support à décorer et fixées à la colle d'os chaude. Le vitrail est une composition décorative ou figurative formée de pièces de verre assemblées par compartiments, enchâssées dans des cadres. Ces pièces peuvent être blanches ou colorées. Elles forment un décor ou servent de support à un contenu narratif. Les fenêtres occupées par des vitraux sont appelées génériquement verrières ou baies. Les morceaux de verre qui les constituent sont sertis dans le remplage en pierre à LED, à partir du Moyen-Âge, de baguettes de plomb. Le réseau vertical et horizontal se nomme respectivement barbotière et petite vergette. Ce procédé de sertissage par mise en plomb n'est pas le seul en usage. Il existe également les techniques du ruban de cuivre ou méthode Tiffany, la dalle de verre enchâssée dans le béton ou le silicone, l'écollage avec des résines ou des polymères, le thermoformage, le fusing et le vitrage à verre libre. Lorsque le dessin est géométrique, le vitrail se nomme vitrerie. Apprenez qu'un vitrail se lit de bas en haut, car l'esprit du fidèle est appelé à s'élever comme son œil vers le ciel. Pour réaliser un vitrail, le verrier doit exécuter plusieurs étapes, car cette technique laisse peu de place à l'improvisation pendant la réalisation. Le dessin, la couleur, la solidité, la pérennité du vitrail, mais surtout la qualité de la lumière qui pénétrera dans l'architecture doivent être définis en amont. Le verrier dessine en premier lieu une maquette, détaillant le vitrail en le représentant à l'échelle 1/10. Cette maquette comporte le tracé des plombs, la coloration des verres, la peinture éventuelle et le passage des armatures métalliques. Elle sert de point de départ pour l'élaboration d'un devis. Les verres colorés sont sélectionnés en fonction du dessin. À l'époque du gothique, le bleu domine. Le vert, le jaune et le rouge servent de couleurs d'accompagnement. À partir de la Renaissance, le bleu, qui bloque en partie la lumière, occupe une place moindre. Lors de la 3e étape, le dessin technique du panneau est réalisé à l'échelle 1/1. Sur du papier bulle, le réseau des plombs est alors tracé avec précision. Les verres sont découpés en suivant le tracé, puis numérotés afin d'être facilement localisés. Ces indications peuvent être le numéro de la baie, le numéro du panneau dans la baie, voire le numéro de la pièce dans le panneau. Des prototypes ou calibres de chaque pièce en papier fort sont réalisés afin de servir de modèle lors de la découpe du verre. Le calibrage est réalisé différemment suivant le motif du panneau. Il est fait à la lame et au réglé pour les motifs rectilignes, dont la coupe des pièces se fait souvent à la pige.
l'outil passe symétriquement de chaque côté du trait. Le calibrage au ciseau à calibrer, nommé aussi ciseau à 3 lames, est utilisé pour découper les formes courbes. La coupe des pièces est très précise car chaque défaut peut modifier le résultat, soit dans les mesures, soit dans le motif. On utilise un diamant, naturel ou synthétique, voire un coupe-verre. D'une façon générale, l'action de la découpe se fait en 2 temps. Une rayure, puis un décrochage. Si la rayure est correctement effectuée, le verre file et le décrochage se fait rigoureusement à cet endroit. Dans tous les cas, plus le décrochage est tardif, moins il est facile, car la coupe se referme ensuite peu à peu. Si la main ne peut décrocher les 2 morceaux, on utilise une pince à détacher positionnée perpendiculairement au trait de la coupe. Si les bords sont imparfaits après le décrochage, on les rectifie avec une pince à gruger. Pour une meilleure finition, la pierre carborundum permet d'améliorer le bord des pièces. Aussi appelé mise en plomb, le sertissage commence lorsque les pièces du panneau sont coupées et qu'elles ne nécessitent plus aucun traitement de décoration. Le sertissage regroupe l'ensemble des gestes pour assembler les verres et les plombs. Le chemin de plomb détermine son organisation. Il est étudié au préalable pour obtenir un réseau solide et logique lors du montage. Au-delà de sa fonction mécanique, le chemin de plomb dessine le motif du vitrail. Le sertissage doit donc respecter le dessin pour qu'il soit lisible. Chaque plomb doit être légèrement aplati à son extrémité afin de pouvoir pénétrer jusqu'au cœur d'un autre déjà installé. Avant d'être soudées, les ailes des plombs sont rabattues à l'aide d'une spatule à rabattre pour consolider le panneau. Lorsque tous les plombs sont assemblés, le réseau est solidarisé en faisant fondre un petit peu d'étain sur chaque intersection. L'étain est le métal utilisé pour le soudage car il fond à très basse température. De l'oléine est appliquée sur chaque intersection à l'aide d'un pinceau ou en imprégnant la baguette d'étain. Cette huile sert à décaper la surface du plomb pour que la soudure adhère. Le masticage assure l'étanchéité et consolide le vitrail. Le mastic est appliqué à l'aide d'une brosse ronde pour qu'il pénètre entre les ailes des plombs et la surface du verre. Le mastic est ensuite nettoyé grâce à de la sciure de bois et une brosse à chien-dent. À travers les cours, nous reviendrons sur les techniques de la marqueterie, de la mosaïque et du vitrail. Par contre, je n'expliquerai plus les méthodes de réalisation. Prenez note du vocabulaire technique pour une meilleure compréhension future. Le prochain cours portera sur la sculpture. En attendant, je vous souhaite une agréable fin de semaine.